Merci beaucoup pour cette introduction, Nicolas. Donc, merci à vous d'être tous présents pour ce webinaire du 23 février 2021. Donc, ce soir, on va être ensemble pendant 2 heures, de 6 heures à 20 heures. Donc, l'idée de ce webinaire. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Alors, est-ce que vous avez bien mon écran? C'est parfait. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de regarder effectivement 3 sujets en particulier. Donc, tout ce qui est liquidation d'une société, tout ce qui peut être mesure d'assainissement dans le cadre d'une réorganisation ou une liquidation, et tout ce qui peut être des transformations. Donc, avant ça, je vais me présenter succinctement, et puis ensuite, on passera sur les différents sujets tout au long de notre présentation. Donc, comme Nicolas a dit, n'hésitez pas à poser des questions et j'essaierai de m'efforcerai d'y répondre du mieux possible. Donc, comme vous avez bien compris, je m'appelle Christopher Tuch. Donc, je suis expert comptable diplômé depuis 2014, expert réviseur agréé auprès de l'Autorité fédérale de surveillance et de révision, ce qui veut dire que je peux signer des rapports d'audit. Je suis économiste d'entreprise HES, donc j'ai fini la HEG de Genève en 2008, et puis j'ai également une certification IPMA en gestion de projet. Dans le cadre de mes expériences professionnelles, donc j'ai travaillé en Big Four de 2007 à 2016, donc dans des sociétés comme PwC, Deloitte et Ernst Young, et j'étais passablement actif dans l'audit des services financiers dans lesquels j'ai fait une spécialisation. Depuis 2016, je suis à mon compte et en avril 2018, j'ai cofondé la société de révision et fiduciaire Swiss Chartered Accountant SA. J'étais directeur général de cette société jusqu'en octobre 2020 et puis depuis le 1er novembre 2020, je suis la société principale de Swiss Chartered Accountant SA. Je suis également membre de l'expert suisse, donc c'est l'ordre des experts comptables, experts fiscaux, experts en finance et controlling. J'ai également une casquette de réviseur responsable LBA. LBA, loi sur les marchés financiers, et LEFIN, loi sur les établissements financiers auprès des OAR et des OS, donc OAR pour organes d'autorégulation et OS pour organes de surveillance comme l'ARIF, SOFIT et l'OSIF. Je suis également formateur pour le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité et le diplôme d'employé administratif auprès de l'École Club Migros. Je suis conférencier ponctuel également à la Haute École de gestion de Genève. Et à côté, je suis aussi administrateur et responsable qualité des sociétés de révision en cas fiduciaire SA et Cooleta SA. Donc voilà un peu pour mon parcours et qui je suis. Et je vous propose maintenant qu'on passe dans le vif du sujet. Donc, le premier sujet qu'on va regarder ce soir, c'est tout ce qui est un peu attrait à la liquidation d'une société. Donc, pour commencer, un petit récapitulatif des différents articles de loi qui traitent de la liquidation. Donc, au niveau du Code des obligations pour les sociétés simples, c'est l'article 548 à 550. Pour la société en nom collectif, c'est l'article 582 à 590 CO. Pour la société en commandite, l'article 619. Pour la société anonyme et la société à responsabilité, c'est les articles 660, 661, 739, 742 à 751, 754 et 826. Bon, maintenant, on va plutôt parler comment on va appliquer ces différents articles de loi entre la partie juridique et la pratique. Donc, la liquidation, comment elle se déroule? Bon, généralement, il existe 2 raisons pour entrer en liquidation. Soit on a décidé d'arrêter l'activité de la société, par exemple suite à la retraite du propriétaire, il décide d'arrêter son activité, donc il met en liquidation. Ou bien parce que la société est dans le cadre d'un surendettement comptable, article 725 alinéa 2 CO, et qu'il n'est plus possible de continuer l'exploitation. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Est-ce que peut-être à ce stade, vous êtes tous au clair sur l'article 725, alinéa 1 et alinéa 2 CO? Non, moi non. Non. Alors, l'article 725 CO, alinéa 1 et 2, traite finalement
de la perte de capital et du surendettement comptable. Donc, le 725 alinéa 1, généralement, par lui, de la perte du moitié de la capitale, ça veut dire que les pertes, finalement, ont mangé la moitié de nos fonds propres. Et le 725 alinéa 2, on parle de surendettement comptable, ça veut dire que tous nos fonds propres ont été mangés par nos pertes, et donc que nos fonds propres sont à zéro, ou sont même voire négatifs, si les pertes sont plus élevées que les fonds propres, capital action et réserves comprises. Donc ça, c'est un rapide une présentation du 725. On va y passer un peu plus de temps dans le prochain sujet, dans tout ce qui sera assainissement. Voilà, donc généralement, quand on est en article 725 alinéa 2, sur endettement comptable, on part du principe qu'effectivement, nos fonds propres sont à zéro ou négatifs. Généralement, la continuité d'exploitation, elle est menacée. Et dans ces cas-là, souvent, une décision est prise de mettre en liquidation la société, car elle n'est plus capable de continuer son activité. Il existe aussi une troisième possibilité qui n'est pas mentionnée ici, c'est effectivement qu'un juge, suite à des activités illégales, force la mise en liquidation de la société. OK. Alors, comment elle se passe, cette liquidation? Donc, la première étape, elle consiste donc à acter de rentrer en liquidation. Cette décision, elle se fait lors d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Alors, généralement, ce qui se passe, en fin d'année, vous êtes au 31 décembre, vous êtes à la clôture des comptes, vous constatez, par exemple, que votre société est en surendettement comptable, vous prenez la décision, finalement, de plus continuer les activités. Lors de l'assemblée générale ordinaire, par exemple, vous allez valider les comptes de l'année en cours, vous allez mettre comme ordre du jour, finalement, aussi la mise en liquidation de la société. Et ça, c'est dans le cas d'une assemblée générale ordinaire. Ou bien, vous êtes en cours d'année, vous vous rendez compte que les affaires, par exemple, suite à la pandémie, vous êtes un restaurateur, votre chiffre d'affaires s'écroule et vous ne pouvez plus continuer vos activités. Vous allez donc faire une assemblée générale extraordinaire et à partir de là, vous allez mettre à l'ordre du jour l'acceptation de la mise en liquidation de la société. Okay ? Donc, lors de l'assemblée générale où il est décidé d'entrer en liquidation, on va nommer des liquidateurs en lieu et place des administrateurs qui sont actuels. Alors, c'est possible que les liquidateurs soient les mêmes que les administrateurs. Ça peut souvent être le cas, mais il arrive dans la pratique que les administrateurs sont démis de leurs fonctions et qu'on nomme des nouveaux liquidateurs. La responsabilité juridique des liquidateurs vis-à-vis des autorités est exactement la même que les administrateurs. Ils sont responsables de la liquidation de la société jusqu'à ce que la radiation de cette dernière dans le registre du commerce soit effectuée. Une fois que la radiation est effectuée, les liquidateurs sont, on va dire, relevés de leurs obligations et de leurs fonctions, et puis chacun retourne à ses occupations. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a nommé les liquidateurs? Une fois que les liquidateurs sont nommés, il convient de dresser un bilan d'entrée en liquidation. Okay ? Donc, ce qui se passe, on constate finalement qu'on a soit en surendettement comptable ou on a pris la décision d'entrer en liquidation. On peut naître soit au 1er janvier ou à la limite un autre jour de l'année. Par exemple, vous avez acté le 31 mars que vous entrez en liquidation. Donc, au 1er avril, vous allez dresser un bilan d'entrée en liquidation. Ce bilan d'entrée en liquidation, il n'aura pas de, il n'aura pas de bilan de comparaison. On part du principe qu'un bilan qui est fait en valeur de liquidation et n'est plus fait selon la valeur de continuité d'exploitation, et donc d'avoir en comparatif, finalement, ne fait pas de sens. Okay ? Le principe comptable de l'évaluation étant pas les mêmes. Une fois qu'on a donc nommé les liquidateurs et qu'on dresse le bilan d'entrée en liquidation, on doit également informer les créanciers de la mise en liquidation par la feuille d'avis officielle, par exemple la FAO. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Que la société elle est mise en liquidation. Il est obligatoire de faire au moins 3 annonces aux créanciers avant de pouvoir radier la société. Aussi, une fois qu'on a fait le 3e appel aux créanciers, généralement, on doit attendre 1 an après le dernier appel aux créanciers pour pouvoir terminer ou radier la société.
Donc, la responsabilité des liquidateurs est finalement de terminer les affaires courantes, de recouvrer aux besoins les versements non encore opérés sur les actions, libération du capital non libéré, réaliser les actifs et exécuter les engagements de la société. Dans le cas où l'actif couvre plus les dettes, sur endettement manifeste selon l'article 725 alinéa 2, les liquidateurs doivent informer immédiatement le juge. Dans le cas où les liquidateurs n'avertiraient pas les juges, c'est l'organe de révision qui doit se soumettre à cette obligation et avertir le juge. Dans tous les cas, le bilan d'entrée en liquidation est établi selon les valeurs de liquidation et est donc réévalué en conséquence. Donc, par exemple, réévaluation des actifs à la valeur de marché et non plus à la valeur d'achat moins les amortissements. Les comptes ne sont plus établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités et une mention en sera faite dans l'annexe. Alors, j'ai une petite question pour vous. Quand on réévalue des actifs en valeur de liquidation, à votre avis, jusqu'à quelle valeur on peut réévaluer ces actifs? Est-ce que vous avez une idée? Valeur d'acquisition. Alors, normalement, effectivement, on évalue les actifs à la valeur d'acquisition, mais quand on est en valeur de liquidation, il y a l'article 670 qui nous permet finalement de réévaluer les actifs à la valeur de réalisation, à la valeur de marché, à la valeur de réalisation. Donc ça, c'est une dérogation unique et exceptionnelle quand on est finalement dans la partie de liquidation de la société. On peut réévaluer au-delà de la valeur d'acquisition, ce qui est normalement interdit dans un cas de continuité d'exploitation. Dans un cas de continuité d'exploitation, dans quel cas uniquement est-ce qu'on pourrait évaluer les actifs à une valeur de marché? Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. En cas d'assainissement? Alors là, on est dans un cas justement de pré-assainissement, de liquidation. Donc ça, c'est valeur de liquidation. Mais dans un cas où on n'est pas en valeur de liquidation, quels sont, admettons, les actifs qu'on pourrait réévaluer à la valeur de marché? Des immeubles? Alors les immeubles, est-ce qu'on peut vraiment les évaluer à la valeur de marché en cas de bilan en valeur de continuité d'exploitation? Non. Non, mais ça, vous dites les cas particuliers. Alors, dans quel cas particulier de l'article 670. Non, pas l'article 670. Là, c'est valeur de liquidation. Article 670, de toute façon, vous pouvez tout réévaluer à la valeur de marché. Okay. Ça, c'est autorisé. Mais dans un cas où vous êtes en valeur de continuité d'exploitation, normalement, on est d'accord, les actifs sont évalués à la valeur d'acquisition moins les amortissements nécessaires, mais il y a une dérogation qui permet d'évaluer certains actifs à une valeur de marché. Je voulais juste savoir si vous saviez. Participation. Les actifs cotés en bourse, les stocks Exactement, les actifs cotés en bourse ou sur un marché liquide. OK. Alors, est-ce que toutes les participations rentrent dans ce cas-là? Non, c'est les titres, les actions. C'est les titres. Hein. Et généralement, c'est des actions qui sont cotées en bourse ou sur un marché liquide. Hein. Une participation d'une société qui n'est pas cotée en bourse, qui est simplement, admettons, une PME locale, elle sera évaluée à la valeur d'acquisition. Hein. OK. Donc là, on revient sur notre liquidation. Donc, effectivement, valeur article 670, en valeur de liquidation, on peut réévaluer tous nos actifs à la valeur de marché. Mais ce qui veut dire aussi que des actifs qui n'ont réellement plus une réelle valeur, on doit aussi les réévaluer à zéro. Hein. Ce n'est pas que uniquement sur du positif, ça peut aussi être dans l'effet inverse, un effet négatif, où finalement, certains actifs, du stock par exemple, ou des machines, on va devoir les amortir complètement et les passer à zéro. Parce que finalement, autre personne que notre entreprise, personne n'utilise peut-être les machines ou les programmes qu'on a développés en interne. Ça peut arriver. Alors, une autre responsabilité des liquidateurs, c'est qu'ils ont également la charge d'informer le registre du commerce de l'entrée en liquidation de la société. Donc, une fois l'entrée en liquidation approuvée par l'Assemblée générale, une réquisition est envoyée au registre du commerce afin de faire changer le nom de la raison de commerce pour y ajouter la mention entreprise X SA, virgule, en liquidation. Okay? C'est comme ça qu'on sait qu'on a affaire à une entreprise qui est en liquidation. Dans son nom, on aura la mention en liquidation. Sans cela,
il est considéré que la société continue ses affaires selon le principe de la continuité d'exploitation du point de vue des autorités et des créanciers.